Le 14 juillet dernier, après de très longs mois de négociations qui ont passé notamment par Lausanne, Téhéran acceptait de réduire ses capacités nucléaires dites sensibles en échange d'une levée progressive des sanctions internationales. L'accord a finalement été passé à Vienne entre les grandes puissances, dont les États-Unis et l'Iran. Et plus de 10 jours plus tard, 2 semaines quasiment, le secrétaire d'État Yves Rossier vient de rentrer du pays des Mollahs. Il nous fait le plaisir d'être notre invité ce matin en direct de notre studio du Palais fédéral. Bonjour Yves Rossier. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est celle de la Suisse en Iran ou de la Suisse au milieu des relations entre l'Iran et les autres pays. Depuis l'accord, depuis le 14 juillet, on assiste à un véritable ballet diplomatique à Téhéran. On ne compte plus tous les ministres européens notamment qui ont fait le déplacement. Et cette Suisse qui, depuis des décennies, faisait le lien entre les États-Unis et l'Iran, est-ce qu'elle va soudain peut-être là-dedans être reléguée au second plan? Est-ce que c'est un risque? Alors non, absolument pas. Je dirais d'abord ce mandat de protection des intérêts américains que vous évoquez, il va continuer d'être exercé tant qu'il n'y a pas de relations diplomatiques qui s'établissent entre les deux pays. Et puis là, très sincèrement, c'est pas demain la veille, on n'en parle pas. Ni les Américains, ni les Iraniens. Je crois qu'il y a une force symbolique très forte derrière le rétablissement des relations diplomatiques. Il y a aussi d'énormes traumatismes historiques entre les deux pays. Donc je crois que pour ce qui est de ce mandat-là, du travail-là qu'on fait, qui est d'abord un travail discret, mais qui est un travail très intense, je pense que même qu'avec l'entrée en vigueur de l'accord, on aura probablement plus de travail dans les années à venir que moi. Plus de travail encore. Et si les relations diplomatiques en bonne et due forme sont rétablies entre Washington et Téhéran, là la Suisse va s'effacer peu à peu? Oui, encore une fois, je crois qu'il y aura énormément de choses passionnantes qui vont se passer avant. Le jour où les relations diplomatiques sont rétablies, eh bien évidemment le mandat n'a plus de raison d'être. Mais là, on serait les premiers à en être satisfaits. Un petit peu comme ce mandat, il s'exerce, c'est l'un des derniers qui nous reste, il s'exerce lorsque précisément il y a une grave crise entre deux États, généralement une guerre d'ailleurs, une situation analogue. On se réjouit lorsque ça se termine, un peu comme le médecin qui se réjouit lorsque son patient est guéri. Il ne va pas regretter que son patient se porte mieux et regretter de ne plus avoir à le soigner. Alors, en parlant de guérison justement, Yves Rossier, vous êtes de retour d'Iran, voyage marathon, vous avez rencontré beaucoup de dignitaires iraniens de très haut rang qui n'ont pas tous forcément d'ailleurs le même point de vue. Est-ce que vous avez le sentiment, posant la question comme ça, que l'Iran va tenir ses promesses faites à Lausanne puis à Vienne et tout faire pour respecter l'accord qui a été passé en ce qui concerne d'abord l'utilisation de l'atome à des fins militaires? Téhéran va-t-elle tenir ses promesses? Oui, je crois qu'il faut distinguer les deux questions. Vous avez d'abord l'accord au sens propre, qui est un accord très fouillé, très précis, qui fait plus de 150 pages, qui a été rédigé par des juristes formés aux États-Unis, qu'ils soient iraniens ou américains. Cet accord-là, du côté iranien, il y a clairement un soutien même au plus haut niveau, celui du guide suprême. L'accord n'est pas mis en cause d'une manière ou d'une autre. Alors vous avez, parce que l'Iran n'est pas un pays monolithique, c'est pas une démocratie à l'occidentale, mais c'est pas pour autant un bloc. Vous avez des voix qui sont critiques, mais vous en avez aussi aux États-Unis. Ce qui sera déterminant, à mon avis, c'est plutôt ce qui va se passer une fois l'accord entré en vigueur, c'est-à-dire le retour progressif ou rapide de l'Iran dans la communauté internationale. On a là un pays de 70 millions d'habitants qui, pendant des décennies, a été mis à l'écart, qui a prouvé qu'il peut être une force de nuisance. Et puis l'attente de la communauté internationale, c'est d'avoir un Iran plus coopératif dans toutes les questions de sécurité régionale, sans parler du fait, évidemment, de l'évolution interne du pays. C'est un pays, je vous donnerai 2 exemples. C'est un pays où plus de 60% des étudiants dans les facultés scientifiques et d'ingénierie des universités qui sont excellentes, plus de 60% des étudiants sont des femmes. Et puis deuxièmement, plus anecdotiquement, mais je crois que c'est aussi très parlant, vous avez aujourd'hui plus de titulaires de doctorat d'une université américaine dans le gouvernement iranien que dans le gouvernement américain. Oui, c'est un exemple assez parlant, effectivement. Yves Rossier, vous parliez de sécurité régionale. L'Iran ne va pas laisser tomber, par exemple, son allié historique du Hezbollah. Ça, c'est de nature à crisper pas mal d'opinions, pas mal de chefs d'État, peut-être la Suisse aussi. Que pensez-vous de cette ligne de conduite qui va perdurer, au fond? Non, mais il faut certainement pas s'imaginer que du jour au lendemain, l'Iran modifie fondamentalement sa politique
politique parce qu'elle est d'abord fondée sur ses intérêts comme celle de tous les États. La question est plutôt, est-ce que l'Iran va entrer dans une dialectique de coopération, mais toujours dans le sens de ses intérêts, comme on l'a vu en Irak. Vous vous souvenez que le gouvernement irakien, qui est un gouvernement qui avait une très faible assise, a été remplacé. Le Premier ministre est parti et là l'Iran a collaboré à cette mise en place d'un gouvernement irakien plus susceptible d'avoir une large base dans la population. Donc la question c'est, et c'est l'attente de la communauté internationale à l'égard de l'Iran, c'est que l'Iran, tout en poursuivant ses intérêts, évidemment, mais le fasse d'une manière plus coopérative. Et de ce côté-là, je dirais, les signaux sont plutôt encourageants, mais on n'est qu'au stade des signaux aujourd'hui, évidemment. Alors des signaux plutôt encourageants, dites-vous, mais là, on a l'impression que ce que vous nous décrivez, c'est la poursuite d'un double discours, la volonté à la fois de retrouver sa place de la part de l'Iran dans le Collège des Nations et de maintenir la ligne pure et dure, c'est-à-dire continuer de soutenir le Hezbollah. L'ayatollah Khamenei, il a dit d'ailleurs, il a répété même après l'accord, le grand Satan, ça reste les États-Unis. Donc on joue on va continuer de jouer sur les deux tableaux du côté de Téhéran. Attention, je crois qu'il faut bien faire la part des choses. D'abord, le double langage en politique, il ne se limite pas à l'Iran. Vous avez toujours un discours vis-à-vis de la communauté internationale, un discours à l'interne. Vous avez un débat interne dans lequel il faut interpréter des déclarations des uns et des autres. Ça, je crois que c'est assez courant. Ça nous arrive même en Suisse. Ah bon deuxièmement, c'est normal parce que le débat politique, il se fait à la fois, encore une fois, au sein de la population ainsi qu'à l'égard des partenaires. Je n'ai pas dit que vous avez parlé de ligne pure et dure. Je crois que l'important, c'est encore une fois, chaque État poursuit ses intérêts. Mais ce qui est essentiel, c'est la manière dont vous poursuivez ces intérêts. Vous pouvez le faire d'une manière plus confrontationnelle ou vous pouvez le faire d'une manière plus coopérative. Mais il va de soi que vous n'attendez qu'aucun État, personne ne l'attend d'ailleurs, se comporte de manière contraire à ses intérêts. Donc je crois qu'il ne faut pas s'attendre à un bouleversement. Ça va être un processus assez lent. Mais je vous l'ai dit, vous avez des données dans la société iranienne qui laissent présager de ce que pourrait être l'avenir. Et puis vous allez avoir un processus progressif qui va probablement prendre plusieurs années. Mais encore une fois, il y a déjà certains signaux sur des dossiers comme la Syrie, etc. Et je rajouterai encore une fois que dans le cas de l'Irak, l'Iran a démontré qu'il est capable de ne pas limiter sa position à la défense farouche d'un groupe ou d'une organisation. Yves Rossier, au cours de votre visite, vous avez pu visiblement librement parler de droits de l'homme, peine de mort, répression, ou même conditions de détention. Est-ce qu'avec la levée de ces sanctions, à terme, dans quelques mois, une année ou deux peut-être, est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce domaine-là des avancées selon vous ? On conduit un dialogue de droits de l'homme avec de nombreux États. La condition pour nous de conduire un dialogue des droits de l'homme, c'est qu'il y ait une volonté de coopération, donc une volonté d'amélioration de la part du pays en question. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, c'est pour ça que le dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran a été suspendu. Là, nous avons reçu des signaux très positifs de la part de la plus haute autorité en la matière, M. Larijani, qui est d'ailleurs qualifié, il faut toujours un petit peu faire attention avec ces catégories, mais plutôt comme un conservateur, des signaux positifs, notamment sur la peine de mort. Il y a énormément d'exécutions en Iran et M. Larijani nous a parlé d'un projet de loi qui va être soumis au Majlis, au Parlement iranien, et qui vise à réduire, voire supprimer la peine de mort pour les délits liés à la drogue. Si cette mesure, elle est très contestée, hein, si cette loi passe, ça signifie qu'il y aura en Iran entre 85 et 90% d'exécutions en moins. Donc vous voyez, je crois que là, encore une fois, il s'agit pour la Suisse, nous entrons dans cette coopération en matière de droits de l'homme lorsqu'il y a une volonté de progresser ensemble. Il va de fois que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Les signaux là sont encourageants. Dans ces conditions, nous sommes disposés à entrer en matière, mais évidemment, c'est d'abord l'attitude et puis le travail du pays concerné qui sera déterminant. Oui. Alors je dirais encore une fois, là aussi, je crois qu'il faut pas se ruer dans les conclusions. Nous avons là aussi des signaux positifs. Il reste à voir si ces signaux se transforment en réalité. Bon, le maître mot, on a envie de dire, c'est la patience, Yves Rossier. En tout cas, pas d'empressement avant les élections du mois de février prochain. On n'attend pas de percée spectaculaire avant cette échéance-là. D'une manière générale, en histoire, vous avez rarement des percées spectaculaires. Mais oui, vous avez parlé de patience, c'est assez juste, en rajoutant que pour la Suisse, en raison de notre position particulière et puis de la confiance qu'on a pu se créer du côté des deux parties, je crois que ça demande de notre part d'être plus actifs, c'est-à-dire d'être beaucoup plus attentifs aux services que nous pouvons rendre qui sont de nature à favoriser un rapprochement. Alors je dirais oui, patience, vous avez raison, il faut en avoir.
mais nous devrons probablement, puis nous nous y préparons déjà, à être plus actifs et au service, encore une fois, de toutes les tendances ou de tous ceux qui souhaitent favoriser et accélérer ce rapprochement. Ça veut dire que vous allez personnellement multiplier les voyages à Téhéran, Yves Rossier? Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être physiquement présent. Il y a tout un travail que vous pouvez faire de diverses manières. Je crois que les visites sont un petit peu la pointe émergée de l'iceberg. Nous travaillons maintenant et nous allons encore travailler dans les mois prochains, toujours dans la même ligne, comment mettre la Suisse et puis la position, ce rapport de confiance, encore une fois, dont j'ai parlé, au service d'un rapprochement entre l'Iran et les pays de la communauté internationale. Et c'est à ça que nous travaillons. Cette position de la Suisse, qui est une position, on l'a dit depuis plusieurs décennies, privilégiée en termes d'accès à l'Iran, et donc, puisqu'il va y avoir de la concurrence maintenant que les sanctions seront levées, accès au marché iranien, est-ce que là, la Suisse va pouvoir faire plus de pas en direction du marché iranien sur le plan économique, ou est-ce qu'au contraire, sa position lui impose une certaine réserve, même sur ce plan économique? Comment ça va se passer là, dans ce domaine? Je dirais deux choses. Vous avez parlé d'un accès au marché jusqu'à présent. Il est assez limité. Notre commerce avec l'Iran a beaucoup diminué, ne serait-ce qu'en cause des sanctions, et puis aussi à cause de l'impact des sanctions sur le pays lui-même. Vous avez un pays qui a développé une économie de sanctions durant des décennies. Ça veut dire une économie où tout marche, mais où ça marche un petit peu moins bien et où c'est un petit peu plus cher. Avec la levée des sanctions, je crois que les Iraniens sont tout à fait en mesure de savoir quel partenariat ils vont chercher. Je crois que là, c'est l'affaire de nos entreprises. Les Iraniens n'auront certainement pas besoin d'argent, mais certainement d'expertise pour rattraper ce gap où ils ont été mis à l'écart, particulièrement des dernières technologies. Dans les questions qui ont été évoquées, par exemple, on m'a parlé du réseau électrique, dont les Iraniens disent qu'ils perdent à peu près un quart de leur capacité. Donc tout ce qui est réseau intelligent, investissement dans le réseau électrique, par exemple, ça c'est un point qui les intéresse. Mais ce qui les intéresse, je crois que c'est l'expertise d'abord, et ça ils savent très bien où la trouver. Et nos entreprises, en Suisse ou ailleurs, je veux dire, je crois que là, il faut pas, ils iront chercher la meilleure expertise. Et puis là, je crois que pour nos entreprises, là où elles sont en mesure d'offrir cette expertise, il y aura certainement quelque chose à faire. Mais ça, c'est une affaire, encore une fois, la Chambre de commerce suisse-Iran, c'est son travail. Et puis les Iraniens savent très bien... savent très bien à quoi s'en tenir. Je crois que ça, c'est pas le travail de la diplomatie suisse. Yves Rossier, voilà, pour l'Iran, juste un mot encore, puisque ce sont deux fronts qui se sont ouverts, notamment via les États-Unis. On a l'Iran, puis on a Cuba aussi. Alors là, si le travail de la Suisse est encore bien loin d'être terminé en Iran, à vous entendre, on a l'impression qu'il en va tout autrement du côté de Cuba. Est-ce que là, les bons offices de la Suisse sur l'île caribéenne sont définitivement du domaine du passé, ou est-ce qu'il y a encore un peu quelque chose à faire? Non, tout à fait, mais je dirais qu'ils sont du domaine du passé depuis 1977. À la différence de l'Iran, où il n'y a pas d'Américains en Iran, c'est-à-dire que c'est la Suisse qui fait tout ce travail entre les deux parties. À Cuba, depuis 1977, vous aviez une section des intérêts américains qui était de fait une ambassade américaine avec des dizaines de diplomates américains et puis des employés cubains. La seule différence, c'est que c'était la plaque sur la porte et puis le drapeau. Je dirais, alors on a enlevé la plaque, on a enlevé le drapeau. Notre travail là, entre les Américains et les Cubains, il était assez intense, mais il s'est achevé en 1977. C'est effectivement une page qui se tourne parce que, pensez, durant la Deuxième Guerre mondiale, nous en avions des centaines de ce type de mandat. Donc ce mandat, ces mandats de représentation des intérêts, généralement, c'est lorsque deux pays sont en guerre et interrompent leurs relations diplomatiques. Aujourd'hui, si vous prenez tout notre travail de facilitation, de médiation, il a surtout affaire à ce que sont aujourd'hui les conflits, c'est-à-dire des conflits internes et non pas des conflits traditionnels entre États. Et là, la Suisse est extrêmement engagée. Alors je dirais, on change de manière de poursuivre notre politique de paix. La représentation des intérêts étrangers, c'est un petit peu l'héritage du passé. Et l'avenir, c'est ce que nous faisons déjà, et nous faisons bien et beaucoup depuis des années. C'est l'engagement dans les conflits internes, donc entre les groupes armés, entre les représentants des États, etc. Et là, nous avons beaucoup de travail, mais ça n'a plus rien à voir alors avec ce cadre formel de représentation des intérêts étrangers. Yves Rossier, vous êtes avec nous encore une petite dizaine de minutes, notamment pour commenter la presse. Ankara et Washington s'unissent contre Daesh. Georges Pop, c'est un article à lire notamment dans 24 heures et dans la Tribune de Genève. Oui, si les différentes attaques subies par la Turquie expliquent en partie le tournant géostratégique
politique d'Ankara, accusée jusqu'ici de double jeu, voire de complaisance à l'endroit des islamistes, eh bien les spécialistes voient également dans ce tournant une mesure de politique intérieure. Erdogan veut se montrer en position de force après avoir perdu la majorité absolue aux élections du 7 juin dernier. Les interventions turques ne sont pas que des opérations militaires, mais admettent une dimension politique, symbolique. Soit Erdogan décide de former une alliance avec un autre parti, mais lequel actuellement? Soit il convoque de nouvelles élections et dans le contexte actuel, il pourrait gagner quelques nouveaux sièges. D'ailleurs, comme le note de son côté le gratuit 20 minutes, la Turquie en profite pour bombarder non seulement les Kurdes du PKK, mais aussi les Kurdes syriens qui combattent l'État islamique. Ankara aurait apparemment troqué un double jeu contre un autre double jeu. Oui, beaucoup s'interrogent sur l'attitude turque. Yves Rossier, s'agit-il vraiment d'un double jeu en l'occurrence? Je dirais ce qui se passe en Turquie est effectivement très important. D'abord, la Turquie est le pays qui assume la plus grosse part de l'aide aux réfugiés syriens. Elle a une immense frontière avec la Syrie et la Turquie souhaite à la fois éviter une zone kurde qui pourrait donner soutenir les velléités d'indépendance du PKK à sa frontière, mais en même temps être plus active dans le combat contre l'État islamique. Et puis vous avez l'autre volet, comme M. Pop l'a dit, qui est le volet interne. Le gouvernement turc, il n'y a toujours pas de gouvernement. Aujourd'hui en Turquie, les préparations du gouvernement s'avèrent difficiles. Et le parti kurde, qui a eu aux dernières élections un très bon résultat, parce qu'il appelait précisément, il a réussi à rassembler des voix bien au-delà de la communauté kurde, est dans une situation particulièrement difficile avec la reprise des violences et puis l'interruption du dialogue. Je crois que ce qui est le plus préoccupant, c'est cela. Ce qui était remarquable, ça avait été la mise en place de ce dialogue avec le PKK, et puis il y avait eu d'énormes avancées du côté du gouvernement turc. Mais maintenant, avec vous voyez que la crise syrienne empoisonne même la politique intérieure turque. Donc je crois que ce qui me préoccupe le plus, c'est ce processus interne qui est stoppé, qui permettait, du moins tant qu'il perdurait, non seulement d'éviter les violences contre les civils, mais surtout de régler un conflit qui était un conflit extrêmement ancien. Donc je crois que ce qui se passe en Turquie aujourd'hui est extrêmement important pour toute la région et puis évidemment pour la solution éventuelle un jour, on peut rêver, de la crise et de l'enfer syrien. De la Turquie, on passe à la Russie. Patrick Chaboudet, un an après l'introduction des sanctions, là aussi, contre la Russie, c'est un bilan plutôt mitigé. Oui, sanctions, un mot dans le langage courant des Russes qui est devenu synonyme de la nouvelle confrontation avec l'Occident, constate le Bund. Les sanctions et les contre-mesures prises par Moscou ont surtout affecté les classes moyennes et pauvres en Russie, mais elles n'ont pas eu l'effet escompté. Elles ont renforcé la position du président Vladimir Poutine. Il n'a jamais été aussi populaire. 87% des Russes, selon les derniers sondages, lui font confiance. Et après une année, constate le quotidien, on commence à percevoir une certaine fatigue occidentale, mais les Occidentaux sont piégés en quelque sorte et condamnés à maintenir les sanctions, sans quoi ce serait perçu comme un signe de capitulation. Oui, des sanctions qui renforcent le régime. On peut faire le parallèle avec l'Iran, peut-être, Yves Rossier. Faites-vous aussi ce constat que les sanctions contre la Russie ont renforcé le pouvoir du président Poutine? C'est difficile à dire. Les sanctions sont toujours une arme à double tranchant. Elles ont toujours un impact. Mais elles n'ont pas forcément toujours l'impact qu'on souhaite. Et elles sont surtout très difficiles à justifier lorsqu'on perd de vue l'objectif en question. Si vous prenez le cas de l'Iran, je ne sais pas si les sanctions ont renforcé le gouvernement, parce que les dernières élections avaient amené le président Rouhani qui a lancé le processus en question, qui était quelque chose de totalement nouveau du côté iranien. Mais incontestablement, la mise en place de sanctions, elle crée une économie de sanctions, c'est-à-dire une économie qui est moins efficace et qui coûte plus cher, mais qui profite à certains groupes toujours. Donc c'est toujours un peu cette arme à double tranchant. À l'égard de la Russie, c'est très difficile à évaluer. L'impact économique des sanctions est incontestablement réel. Quant au soutien de la population au président Poutine, incontestablement le président Poutine dispose d'un soutien dans la population. C'est peut-être difficile à évaluer à combien il se monte, mais là je crois que les origines sont beaucoup plus profondes. C'est toujours l'extrême humiliation perçue en Russie
par la période après Gorbatchev et la période Yeltsin, où la Russie a eu l'impression d'avoir été, pas toujours à tort d'ailleurs, cette impression, abandonnée par l'Occident. C'est-à-dire que ces volontés de coopération ont été ignorées alors que la Russie était faible. Et puis on entre un peu dans une spirale de la rancune, de l'humiliation et puis de la difficulté de retrouver maintenant une approche coopérative entre la Russie et les Européens. Donc sur les sanctions, je dirais oui, les sanctions ont toujours un impact, mais elles ne sont efficaces que lorsqu'on sait parfaitement quel en est le but. Et ça, on le voit avec l'Iran. Les sanctions ont incontestablement joué un rôle dans l'ouverture des négociations, mais il faut être alors disposé à les lever lorsque le but est atteint. À l'égard de la Russie, c'est un peu plus flou. On parle de l'accord de Minsk, de ce qui se passe en Ukraine. Je crois que de ce côté-là, on est parti pour une crise qui risque de durer encore quelques années. Ouais, le but n'est pas encore atteint. On termine sur l'Europe. Patrick Chaboudet, toujours avec vous. Respect für Europa, du respect pour l'Europe, c'est le titre de la chronique du politologue Michael Hermann, c'est dans le Tagesanzeiger. Oui, respect pour sa détermination, sa capacité de négociation, respect pour sa force et sa stabilité qui sont sous-estimés. La crise grecque a démontré que la zone euro était plus résiliente, plus coriace qu'on ne le pensait. Son système immunitaire est sorti renforcé de la crise. Un constat positif du chroniqueur, mais qui demeure réaliste tout de même. L'amour de la gauche pour l'Europe s'est refroidi depuis longtemps. L'Europe, comme projet idéaliste de démocratie et de paix, ne remue plus les foules. Le retour des patriotismes nationaux est problématique et seule une Europe capable d'unifier, de rassembler ces différents intérêts particuliers peut vivre à longue échéance. Oui, la crise grecque et d'autres crises, on a l'impression que tout ça a un peu occulté les relations entre le Sonderfall Schweiz auprès de Bruxelles. Est-ce que la Suisse n'est pas en train d'être là, pour le coup, passée au second plan par rapport à tout ce qui se passe d'autre en Europe? Est-ce que vous faites cette lecture-là? Au second plan, certainement, parce que les ministres européens ont généralement d'autres chats à fouetter que s'occuper d'une relation qui ne concerne finalement que 4 pays sur 28 et puis qui est pour l'essentiel assez peu problématique, du moins jusqu'à présent. Que faire pour relancer la machine, si on peut le faire maintenant? Écoutez, je crois que là, honnêtement, aujourd'hui, je serais bien embarrassé de vous le dire. Je crois que la crise grecque, et puis je partage assez l'analyse que vous avez évoquée. On a affaire avec l'Union européenne à un système très complexe, un petit peu comme notre système à nous d'ailleurs. On est aussi un pays complexe. Et les pays complexes ont toujours l'air chaotiques, les systèmes complexes ont toujours l'air chaotiques, mais ils sont beaucoup mieux capables de résister à des crises. Vous savez, les régimes autoritaires, en général, en présence d'une crise, on donne l'impression de réagir de manière efficace, mais très vite le système s'effondre. Du côté de l'Europe, je crois qu'on a affaire plutôt à une espèce de régime de famille, un peu comme dans les familles fribourgeoises d'autrefois, dont je suis d'un des descendants, où les décisions essentielles se prennent autour de la famille, mais on n'éjecte jamais quelqu'un de la famille. On fait une très claire différence entre les membres de la famille, même ceux dont on n'est pas satisfait du comportement, comme la Grèce, et ceux qui sont à l'extérieur et qui n'en font pas partie. Je dirais qu'il y a les deux phénomènes. Vous avez le réflexe de famille et puis la capacité d'un système complexe, extrêmement chaotique, à gérer des crises beaucoup mieux qu'un système centralisé, coordonné, dirigiste, etc. Et sur les relations entre la Suisse et l'Union européenne, est-ce que le super négociateur que le Conseil fédéral appelle de ses voeux peut contribuer peut-être là aussi à relancer cette machine-là? Est-ce que ça va se faire dans quel laps de temps? Yves Rossier, ce sera ma dernière question. Écoutez, bien malin qui pourra répondre à votre question. Je crois qu'aujourd'hui, le seul domaine dans lequel existent certaines discussions avec l'Union européenne, c'est la question de la libre circulation des personnes, donc la question qui fâche. Ce que souhaite le Conseil fédéral, c'est réouvrir la discussion dans les autres domaines où nous avons alors beaucoup plus d'intérêts communs avec nos voisins. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut constater que ce n'est pas le cas. Donc, ces autres chantiers sont suspendus. Enfin, le travail est suspendu. On a déposé les outils, même si le chantier n'est pas fermé. Et ce que le Conseil fédéral souhaite, c'est pouvoir aborder l'ensemble des questions de nos relations avec l'Union européenne et puis ne plus discuter que de cette question qui fâche et pour laquelle on n'a pas de solution aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'initiative sur l'immigration de masse, tout en préservant la voie bilatérale. Merci Yves Rossier d'avoir été notre invité ce matin en direct de notre studio du Palais fédéral. Bonne journée. Merci, bonne journée.